Fondé en 1990 par Christian Pierret, le Festival international de géographie est aujourd'hui l'un des festivals les plus importants du Grand Est. Depuis plus de 20 ans, chaque début d'automne, cet événement fête la géographie et accueille plus de 40 000 personnes. Cette année, la 32e édition du festival se déroule du 1er au 3 octobre et il s'articule autour du thème du corps. Saint-Dié-des-Vosges est devenu le rendez-vous des géographes, des professionnels et des amateurs. Un lieu d'ouverture sur le monde, une grande université à ciel ouvert pour toutes et pour tous. Conférences, tables rondes, performances, ateliers culinaires, l'éventail des animations proposées est très large. Les reportages que vous allez voir ont été réalisés par les étudiants en audiovisuel de l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges. En ce premier week-end d'octobre, lors du Festival international de géographie, une table ronde était consacrée à l'aménagement de nos villes. Selon le géographe Michel Lusseau, depuis 30 ans, les villes sont devenues des épicentres économiques et se sont éloignées du bien-être des humains. La pandémie de Covid-19 a fait prendre conscience du manque d'espace en ville. Mais alors, comment réaménager le paysage urbain ? Alors, le principe est assez simple, ensuite la mise en œuvre est sans doute complexe, ça serait tout simplement de repartir des besoins, justement, au jour le jour des habitants. Vous savez, il y a une théorie en ce moment qui a un certain succès, qui a été développée par un urbaniste qui s'appelle Carlos Moreno, qui est la théorie dite de la ville du quart d'heure. Donc en fait, Carlos Moreno essaye de réfléchir à la façon dont on pourrait réaménager les villes pour que chaque habitant trouve dans un rayon d'un quart d'heure en marche à pied de chez lui l'essentiel des services, des loisirs, voire son travail. Donc vous voyez, essayer de reconstruire une ville des proximités. Tout ce qui permet de partir des besoins des habitants me paraît de nature à réhumaniser la ville de demain. Selon cet expert, cette ville de demain serait un lieu qui se préoccupe de la satisfaction des habitants et de la proximité des services. Ce serait aussi une ville soucieuse de l'environnement qui favoriserait les déplacements doux. Je vous emmène à présent découvrir une discipline sportive qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Jouer avec l'aménagement urbain et franchir des obstacles naturels est la spécialité des férus de parcours. Saut de précision et salto ont attiré l'attention des participants du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges en ce samedi matin. Adrien Gâteau et Robin Laine, deux pratiquants du parcours et doctorants sur cette thématique, sont venus présenter leur discipline. Le parcours se définit comme l'art du déplacement, aller d'un point A à un point B en franchissant des obstacles et en faisant des acrobaties. Un sport qui se pratique surtout dans l'environnement urbain, qui a parfois été mal vu à ses débuts, mais qui aujourd'hui est beaucoup mieux accepté. En 10 ans, ça a beaucoup changé. Voilà un exemple personnel, mais quand on est à Strasbourg et les gens passent et ils disent ah, c'est pas mal, vous devriez faire ça avec des crocodiles par-dessus. Enfin, ils rigolent avec nous, quoi. Ils rentrent dans le jeu. La plupart des gens, quand ils nous voient faire, ils ont le réflexe de dire c'est bien. Ils ont peur pour nous parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais ils trouvent ça intéressant. L'image que les gens ont du parcours qui est un sport un peu problématique au niveau de l'espace public, etc. C'était plus vrai il y a 10 ans que maintenant. Donc il y a 10 ans, par exemple, les contrôles de police, les fouilles, etc., c'était récurrent. C'est un phénomène qui était répandu en France au tout début. C'était vraiment vu comme des vandales. La pratique est désormais considérée comme un véritable sport. Le parcours pourrait devenir olympique dans les prochaines années, notamment grâce à son rattachement à la Fédération internationale de gymnastique. Pourtant, cette décision est loin de séduire tous les pratiquants. Mon sentiment par rapport à l'entrée du parcours dans l'olympisme, il est partagé et je vais être honnête. D'un côté, je suis content et je trouve que c'est une très bonne chose que cette activité monte en gamme, se développe. Pour autant, sur la manière, je suis profondément déçu et même, j'aurais presque envie de dire, en colère contre mon monde, parce que je suis du monde de la gymnastique
parce que les activités sont très différentes. Le parcours se joue en extérieur. On a aujourd'hui un monde du parcours qui s'est structuré, qui s'est développé. On a des initiatives fantastiques. Quel message on passe aujourd'hui quand on dit c'est la gymnastique qui va gérer le parcours? D'une certaine manière, je suis désolé de le dire, on leur vole tout leur travail et elles sont tout à fait capables de gérer l'entrée dans l'olympisme du parcours. Il faut juste les accompagner et ne pas vouloir faire à leur place. Quels que soient les avis sur la question, le parcours séduit de plus en plus. La preuve avec l'association Parcours Strass, d'où viennent Adrien et Robin, qui a vu son nombre d'adhérents passer en 2010 d'une dizaine de membres à plus de 170 aujourd'hui. Un seul mot d'ordre pour tous, pratiquer ensemble pour courir plus vite, sauter plus loin et bondir toujours plus haut. En ayant pour thématique le corps, le film met à l'honneur le corps masculin, féminin, musclé, petit, voûté et même tatoué. Ce mode d'expression corporelle est au cœur du prochain sujet. Se faire tatouer peut-il changer notre rapport au corps et à l'espace? C'est la question que se sont posées Meryl et Lilia, doctorantes en géographie, lors d'un atelier dédié à ce sujet. Toutes les deux ont mené une enquête sur les différentes réactions que l'entourage peut avoir face à un premier ou nouveau tatouage. On s'est rendu compte qu'il y avait des réponses très hétérogènes là-dessus. Que déjà la première réaction un peu incontournable, c'est celle de la famille. Et là, il y a beaucoup d'ambivalence au sein des familles. Donc parfois, la personne qui s'est fait tatouer, en fonction de l'emplacement, en fonction de la taille, en fonction du motif qui a été choisi, les réactions vont être disparates. Et ensuite, au sein des cercles amicaux, là pour le coup, c'était plus homogène. En général, les personnes disaient très simplement que leurs amis soit les complimentaient, soit éventuellement étaient déçus de ne pas avoir été sollicités en amont. Mais ça restait très policé, on va dire. Et enfin, dans le cercle professionnel, c'était assez amusant parce qu'on avait des contrastes auxquels on ne se serait pas attendu. Donc typiquement, il y a des métiers qui, il y a 50 ans encore, la personne n'aurait pas pu être tatouée et exercer ce métier. Et aujourd'hui, elle le faisait sans problème. Lors du débat consacré à cette thématique, des témoignages ont confirmé qu'aujourd'hui, cette pratique n'est pas acceptée partout et par tous. En France, 14% des personnes possèdent un tatouage, un chiffre qui s'élevait seulement à 10% en 2010. L'expression corporelle, c'est aussi la discipline choisie par Lucas Spira lors d'une performance présentée sur scène. Cet artiste contemporain intrigue et fait réfléchir son public sur le rapport à son corps. Le Festival international de géographie tente cette année une nouvelle approche vis-à-vis de son public. Et cela passe principalement par la venue d'artistes performeurs. Ils offrent aux visiteurs la possibilité de ressentir l'art contemporain en l'immergeant dans la performance et en le rendant acteur de son expérience artistique. Je suis ce qu'on appelle un artiste transdisciplinaire, c'est-à-dire que je fais beaucoup de choses. Je suis le couteau suisse de l'art contemporain. Là, je suis là pour ce soir pour présenter une performance. En fait, ce que je pratique, c'est une espèce de forme de méditation, de transe, c'est aussi une mise à l'épreuve du corps qui existe dans beaucoup de cultures, sous d'autres formes, qui est pratiquée par beaucoup de gens. J'ai juste une forme un peu singulière, on va dire, de pratiquer. Alors je travaille sur le corps depuis, je compte même plus de 25 ans, c'est sûr. Sur ma propre modification au départ, donc avec une volonté de changement qui m'a fait expérimenter pas mal de choses autour du corps. Il y a beaucoup de freins au niveau culturel, tout ça, enfin, le prisme de nos idées reçues se projetant sur le truc, c'est pas nécessairement évident. On récupère toutes les fréquences qui se baladent dans mon cerveau, toutes les données qu'on peut récupérer sur des pulsations, sur des mouvements, etc. Et chaque élément de ce qui se passe en moi génère quelque chose dans l'environnement qui va être projeté sur le public. Donc l'idée c'était vraiment de créer cette connexion complètement organique avec le public et d'amener le public à l'intérieur de mon expérience. L'artiste partage son ressenti pendant la performance en utilisant des électrodes et des micros installés sur son corps. Le son est ensuite diffusé dans la salle pour immerger le public. Lucas Spira espère créer des réflexions, des émotions et des ressentis durant sa démonstration. La réaction que j'espère, c'est que les gens vivent une expérience. Qu'ils disent pas j'ai été voir une suspension, j'ai été voir ci, que ça aille au-delà de la forme,
mais que ça les touche dans le fond. D'avoir du public là pour la première fois, comme ça, de se retrouver avec un public qui va être beaucoup plus large, c'est un peu un challenge. Je pense que le message il est là, de ne pas s'arrêter à la formalité, à la forme des choses, mais vraiment plus à l'essence, à ce qu'elle dégage, à ce qu'il y a à l'intérieur, aller voir plus petit, aller voir plus loin. Ouais, le message il est quelque part par là. Ouais. Avec cette prestation, le Festival international de géographie touche un autre public et diversifie ses approches des cultures du monde, une approche qui s'inscrit dans la thématique annuelle, le corps. Des ateliers sont aussi proposés au programme du festival. Je vous laisse à présent en la compagnie de Marie qui va tester pour vous la dictée géographique. Que diriez-vous de retourner sur les bancs de l'école pendant quelques minutes? C'est le défi que je me suis lancé. Pour la 15e fois, la dictée organisée par le Festival de géographie se déroule ce samedi au lycée Jules Ferry. Le sujet porte sur le corps, le thème de cette année. Mais avant de commencer, je suis allée à la rencontre de Gilles Fumet, le créateur de cette dictée. La dictée, c'était pour donner une tonalité festive au festival précisément et faire en sorte que des gens qui s'intéressaient à la géographie puissent le faire d'une manière un peu décalée. Le lien entre le corps et la géographie, c'est pas évident, hein. Donc le texte, il est destiné à expliquer au fond pourquoi on a choisi ce sujet. J'ai donc ressorti ma trousse et mes stylos. Direction l'épreuve tant redoutée. Mes impressions, je suis plutôt anxieuse pour être honnête. On doit être à 10 minutes du début de la dictée et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce genre d'exercice, ça doit faire peut-être 5 ans. Donc on va y aller et puis on verra comment ça va se passer. Cette année, 21 personnes ont participé, comme moi, à cette animation phare du festival. Les inégalités hommes-femmes. La remise des prix se déroulera le lendemain, au chapiteau gourmand, en espérant que ma performance ait été suffisante pour rivaliser avec mes concurrents. Toujours dans la thématique du corps avait lieu autour du handicap une table ronde et plus précisément il était question de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans l'espace urbain. En ce vendredi après-midi, un bon nombre de déodaciens se sont donné rendez-vous à l'espace Georges Sadoul afin de participer à une table ronde. Le but était d'échanger et d'informer le spectateur au sujet du handicap. En France, plus de 850 000 personnes sont considérées comme à mobilité réduite, ce qui représente plus de 1% de la population française. Le rapporteur de l'ONU a pointé la France du doigt pour son retard en matière d'accessibilité auprès des personnes handicapées, et notamment sur sa conception du handicap, en disant qu'on avait encore une conception du handicap trop individuelle et médicale et qu'on ne prenait pas assez en compte les droits humains. Cependant, d'après de nombreuses études, la France ne fait pas figure de bon élève comparée à ses voisins européens. Un certain nombre de pays en Europe sont souvent pointés comme des bons élèves, on dit souvent les pays nordiques, donc Suède, Pays-Bas, Danemark, etc., qui sont un petit peu des fois considérés comme étant en pointe sur le sujet. Les films et les séries ont aidé à démocratiser et à mettre en lumière le handicap. Cependant, ils ne mettent pas en avant les problèmes que peuvent rencontrer ces personnes dans la vie de tous les jours. Surtout en France, où les aménagements urbains ne sont pas encore adaptés à tous les types de handicap. J'ai pas pu justement marcher dans la ville, donc je peux pas savoir à 100%. Mais là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de pavés. Et ça, pour une personne qui a un handicap moteur, c'est un peu handicapant. Depuis 2020, le gouvernement essaye d'améliorer et de faciliter le quotidien des personnes à mobilité réduite. 22 mesures ont été décidées pour faciliter notamment l'accès aux lieux publics. Place maintenant au sujet culinaire qui va éveiller vos papilles et vous donner l'eau à la bouche. Le chef Guillaume Michel donne son avis sur la tendance actuelle des produits bio. Arrivé au dernier moment dans la cité déodacienne, le chef Guillaume Michel, ancien élève de Jean-Paul Jeunet, réalise en direct un plat et un dessert. Le tout en 1h30, montre en main. Durant toute la préparation, le chef livre ses conseils pour une cuisine plus saine. Il dévoile également des astuces pour choisir de bons produits. Déjà, c'est de manger des fruits et des légumes. Alors, c'est pas la pub, on est d'accord, mais c'est de se faire plaisir en achetant des bons produits chez son maraîcher.
Un maraîcher, c'est un amoureux de la terre, un amoureux du produit, comme ceux qui font du bio, certaines personnes. Parce qu'il y a du bio qui est très bon aussi, ça c'est clair et net. Celui qui va vraiment mettre de l'amour dans son produit, c'est ça qui est primordial, même si c'est pas bio. Le bio, il n'y a pas que le bio, c'est ça. On a tendance à dire ouais, on va manger bio parce qu'on va manger mieux. Non, c'est pas vrai. Avoir un bon produit, ça nous permettra de le cuisiner, de le mettre en valeur et de prendre du plaisir à le déguster. C'est primordial. Ce qui est important, c'est d'avoir un produit qui a été fait dans les règles de l'art avec le respect de celui-ci. On peut avoir du bio et avoir des produits de merde. Je suis désolé de parler vulgairement, mais c'est exactement ça. Pourtant, aujourd'hui, les Français semblent adhérer au bio. En effet, selon l'Institut Statista, entre 2010 et 2020, le nombre de consommateurs réguliers de bio a été multiplié par 3. L'émission est à présent terminée. J'espère que ce petit aperçu de la 32e édition du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges vous aura donné envie d'aller y faire un tour l'an prochain. Merci d'avoir regardé ce reportage réalisé par nous, les étudiants. Now go!